Thème 1, chapitre 3, activité Python. Notre objectif, c'est de pouvoir représenter l'évolution des quantités de matière donc lors d'un dosage par titrage. Donc c'est un titrage par pH-métrie ou conductimétrie, ça sera au choix. Donc on nous présente d'abord le titrage. On a un volume V1 donc d'une solution d'hydroxyde de sodium à une concentration C1 qui va être titré par une solution d'acide chlorhydrique avec une concentration C. Je vous conseille de vous faire un petit schéma de la situation. Donc si on réfléchit un tout petit peu, dans la burette on va avoir l'acide chlorhydrique et dans le bécher en dessous on va avoir l'hydroxyde de sodium. Et on nous dit que le volume de la burette varie de 0 à 25, donc c'est une burette graduée classique. Et en plus on nous fournit déjà la réaction support du titrage, donc avec H3O+, qui va réagir avec HO- pour former deux molécules d'eau. On a un extrait de programme, on voit qu'il y a des pointillés, donc sûrement qu'il y aura des choses à compléter. On va voir ça par la suite. On prend d'abord l'ordre des questions. La première question A, B, C, D, ce sont des questions théoriques. Donc je vais y répondre très rapidement, puisque c'est des choses qu'on a déjà traitées. Dans la question 1A, on nous demande de déterminer l'expression du volume à l'équivalence. Donc à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Donc C fois VE est égal à C1 fois V1. Et donc on extrait VE, qui sera donc égal à C1 fois V1 sur C. Et vous retrouvez le résultat juste en dessous. On continue. On nous demande ensuite de déterminer l'expression de la quantité de matière du réactif titré, donc HO-. Donc on est dans le bécher, avant l'équivalence, en fonction du volume V de la solution titrante versée. Alors si on réfléchit assez rapidement, donc le réactif titré HO- donc va réagir au fur et à mesure avec H3O+. Donc en fonction du volume qui va être versé, sa concentration va diminuer. Donc il faut chercher en fait quelle était la concentration de départ, donc ça va être C1 fois V1. Et à chaque volume V versé, on va diminuer d'une quantité de matière qui va être en fait C fois V. C'est ce qu'on pourrait retrouver dans un tableau d'avancement. C'est ce qui vous est présenté là. Donc en réfléchissant avec l'avancement X avant l'équivalence, attention, on va s'arrêter juste avant l'équivalence. Et donc on retrouve bien que l'évolution de la quantité de matière, c'est C1 fois V1 moins C fois V. À la question suivante, on nous demande de savoir ce qui se passe après l'équivalence. Non, pardon, avant l'équivalence, mais pour les quantités de H3O+. Donc pour les quantités de H3O+, ben là ça va être assez simple, puisque à chaque fois qu'on rajoute l'acide, il réagit automatiquement avec HO- avant l'équivalence. Donc en fait on en a 0 avant l'équivalence. Et par contre, après l'équivalence, là les choses seront un petit peu différentes, puisque à partir de l'équivalence, à chaque fois qu'on rajoutera H3O+, eh bien il ne réagira plus. Donc il faut considérer la quantité de matière donc à partir uniquement de l'équivalence. Cette quantité de matière va augmenter. Donc après l'équivalence, on aura une quantité de matière qui sera la concentration de l'acide fois le produit volume moins volume à l'équivalence. Donc on ira jusqu'à Vmax. Donc au maximum on aura C fois Vmax moins le volume à l'équivalence. Grâce à ces trois premières questions, en fait on a réfléchi à ce qui se passait avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. Donc comme les évolutions vont être linéaires à chaque fois en fonction de l'avancement, donc on nous demande de justifier que lorsqu'on voudra tracer l'évolution entre 0 et 25 ml, en fait il nous suffira de connaître 3 points. 0 ml, donc au départ, à l'équivalence, et après l'équivalence, donc on va prendre le volume maximum, c'est-à-dire 25 ml. Et on sait qu'en fait, entre chaque portion avant l'équivalence et après l'équivalence, on pourra relier ces points par une droite. Chose importante quand on va passer à la programmation. Donc on retrouve cette justification dans la correction avec quelque chose qui ressemble à des équations de droite à chaque fois pour préciser l'évolution.
On nous demandait juste de vérifier qu'on avait bien chaque fois une droite, ce qui sera bien le cas. On passe maintenant à l'activité donc Python en tant que telle, avec la question 2. Donc à partir de cette question 2, donc je vais reprendre le document LF simplement et le compléter avec vous. On nous demande dans la question numéro 2 donc de compléter le programme et de l'exécuter. Donc on regarde ce qui va être à compléter. Donc on voit avec les commentaires, je rappelle que les commentaires sont précédés par des hashtags à chaque fois. Donc on voit que ces parties-là sont à modifier. On a 3 valeurs donc à placer dedans. Donc on la remplit simplement. Donc la quantité de matière du réactif qui va être titré, donc c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium, et bien quelle était cette quantité initiale? Et bien ça va être en fait avec les variables qui ont été définies au départ. Donc on a bien C1, V1 et C pour l'acide qui ont été définis. Donc on peut les réutiliser directement. Donc ça va être C1 fois V1. Alors attention, le problème c'est que la concentration est en mol par litre et le volume est en millilitres. Donc il faut faire attention, en fait, cette valeur en millilitres, il faudrait la convertir en litres. Donc par exemple 10 millilitres, c'est 10 fois 10 puissance moins 3. Donc on va simplement rajouter fois 10 puissance moins 3. Je rappelle que la puissance de 10 s'écrit avec un petit e. Le volume à l'équivalence, on a la formule qui a été trouvée dans les questions précédentes. Donc on sait que c'est C1 fois V1 divisé par C. Alors, comme on sera avec une concentration en mol par litre et un volume en millilitres, donc on sait qu'on aura le volume équivalent qui sera en millilitres, donc c'est bien demandé. Donc là, je ne rajoute pas de conversion. La quantité de matière du réactif titrant à Vmax. Donc le réactif titrant, c'est l'acide chlorhydrique. Donc on a vu dans les questions précédentes qu'il était à 0 jusqu'à l'équivalence, et que seulement à partir de l'équivalence qu'on avait une quantité de matière. Donc attention, ça veut dire qu'il faut en tenir compte, c'est-à-dire qu'on va prendre la concentration de l'acide, mais attention, le volume qu'il va falloir considérer, ça va être le volume Vmax, si on suppose qu'on est à 25 ml, moins la valeur du volume à l'équivalence, puisque c'est seulement à partir de l'équivalence qu'on a une quantité de matière présente dans le bécher en H3O+. On a un volume qui est en millilitres, une concentration en mol par litre, donc là par contre il faut convertir aussi. Donc attention à ces petites conversions qui peuvent être embêtantes si on les oublie. On a donc complété maintenant la première partie de la question 2, donc 2 petits a. Le moment de vérité, c'est quand on va exécuter. Alors pour l'instant, je ne suis pas l'administrateur du notebook, donc c'est le message que vous aurez. On vous dira que ce notebook a été créé et que vous n'êtes que lecteur. Donc bien sûr, vous l'exécutez malgré tout. Et je vous conseille aussi de vous connecter avec votre identifiant Gmail et d'enregistrer en fait une copie dans votre drive. Il suffit de cliquer ici sur impossible d'enregistrer les modifications. En cliquant dessus, on va vous proposer d'enregistrer une copie dans le drive. Ça vous permet quand même de sauvegarder votre travail. Moi je ne le fais pas, mais je vous encourage vous à le faire. Et voici le résultat. Donc le réactif titré, c'est bien la soude, sa quantité diminue jusqu'à arriver à 0 à l'équivalence. Et la quantité de matière en H3O+, donc le réactif titrant, elle est à 0 puisqu'il réagit à chaque fois qu'on rajoute une goutte, jusqu'à l'équivalence où sa quantité de matière augmente. Et on me donne le volume équivalent qui est à 12 ml. Avec le langage Python, on aurait aussi très bien pu déterminer le croisement de ces courbes pour pouvoir retrouver le volume à l'équivalence. On passe à la question suivante, la question 2b. On nous demande maintenant de compléter le programme afin qu'il affiche aussi les évolutions en ion sodium et en ion chlorure, donc ce qu'on appelle les ions spectateurs.
Donc c'est intéressant d'y réfléchir. Alors on va réutiliser bien sûr le même programme et on va le compléter au fur et à mesure. Pour ça, il faut un petit peu qu'on l'analyse quand même. Donc on voit qu'on a ici les variables qui ont été créées. Et j'attire votre attention donc sur ces trois lignes où en fait les quantités de matière et le volume en fait sont définis par une liste mais qui ne contient que trois valeurs. Puisque dans la question 1.4, on avait justifié que en connaissant uniquement les trois valeurs, on sait qu'on peut les relier simplement par des droites. Et donc attention, on n'a pas une liste avec beaucoup de valeurs, on n'en a que trois. On a le volume à 0 ml, on a le volume à l'équivalence et on a le volume maximum. Ça veut dire que toutes les quantités que je vais calculer maintenant, les quantités de matière, je vais les définir seulement en trois points. La quantité initiale, la quantité à l'équivalence et la quantité à Vmax, donc à 25 ml. Donc c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse à chaque fois pour les quantités en sodium et en chlorure. On va commencer avec les... Et donc une fois qu'on aura trouvé ces quantités, on rajoutera bien sûr ici avec l'outil plot les graphiques qui correspondent. Donc il faudra qu'on rajoute chaque fois les deux lignes. Donc l'idée c'est qu'on crée les grandeurs. On va ensuite créer la liste qui contient ces grandeurs pour pouvoir ensuite tracer le graphique. Donc on a trois parties de programme à compléter. On va commencer par créer les grandeurs. On va commencer avec l'ion sodium qui lui est présent donc dans le bécher. Et si on réfléchit un petit peu, en fait ces ions sodium ne réagissent pas. Ils sont là au début et ils vont rester à une quantité constante tout au long. Donc je vais peut-être définir une quantité de matière qui s'appelle la quantité de matière en sodium et qui va être la quantité initiale. Voilà. Ça c'est moi qui définis ce nom, vous pourriez l'appeler autrement. Alors cette quantité de matière, elle est définie tout simplement par le produit C1 fois V1 puisque ça correspond à la soude. Attention, pour être dans les bonnes unités, donc je fais la conversion des millilitres en litres. Et donc j'ai cette quantité en sodium initiale. Comme elle ne varie pas, je n'ai pas besoin de créer d'autres grandeurs, je vais la récupérer simplement. Et donc je vais créer cette fois-ci un tableau de valeurs avec les quantités de matière en sodium. Le tableau, on va le créer donc avec des crochets. Et il faut qu'on mette trois valeurs. Et bien, les trois valeurs qu'on va y rajouter simplement, ça va être les quantités de matière en sodium. Au volume initial, à l'équivalence et au volume maximal. Pour les quantités de matière en chlorure, donc pour les ions chlorure au volume initial, donc 0 ml, comme il n'y en a pas, donc ce sera 0. Mais par contre, il va falloir qu'on calcule maintenant la quantité de matière de chlorure qui sera présente à l'équivalence et la quantité de matière qui sera présente au volume maximal. On se doute bien qu'on va rajouter de plus en plus les ions chlorure, donc cette quantité doit augmenter. Donc on va d'abord créer la quantité de matière de chlorure à l'équivalence. Donc ça va être la concentration en acide fois le volume à l'équivalence et fois 10 puissance moins 3 pour convertir les millilitres en litres. Il nous faut maintenant la quantité de matière en chlorure au volume maximum. Donc je vais l'appeler NCl max. Là, cette quantité de matière-là, c'est toujours la concentration en acide, fois cette fois-ci le volume max. Et je n'oublie pas de faire la conversion en faisant fois 10 puissance moins 3. Donc j'ai créé les valeurs qui vont me suffire. Je crée maintenant la quantité de matière de chlorure. Donc au départ, on en a 0. À l'équivalence, j'ai NCl équivalent et la valeur max que j'ai déterminée avant, que je vais rajouter simplement.
Donc pour l'instant, j'ai recréé deux tableaux, deux listes, dans lesquelles on a nos valeurs. Il faut maintenant demander au programme de tracer, de rajouter ces deux graphiques. Donc je vais utiliser déjà le graphique qui est présenté. Donc attention, donc en fonction du volume versé, cette fois-ci ça va être la quantité de matière en ion sodium. On va changer la couleur, donc on avait du rouge, du bleu, on va prendre du vert. Et on va dire que c'est l'ion spectateur Na+, qui est représenté. Et pour le dernier graphique, donc on a bien la quantité de matière en ion chlorure. Je vais prendre du magenta. Et là, on va indiquer que c'est l'ion spectateur Cl-. On vérifie qu'on a bien créé tout ce qu'il faut. On lance le graphique et on retrouve bien l'évolution des quantités de matière avec les ions chlorure donc dont la quantité ne cesse d'augmenter, les ions Na+, qui eux ne varient pas, et on retrouve bien les deux premières courbes qu'on avait déjà en rouge et en bleu. Donc ça semble cohérent. On termine avec la dernière question. Donc la dernière question, on va la mettre en mode expert pour que ceux qui ont déjà eu du mal ne continuent pas. Pour cette troisième question, on va refaire un titrage, mais cette fois-ci en oxydoréduction. Donc en fait là, la différence qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir des nombres stoichiométriques dont il va falloir tenir compte. Donc là, on va oublier le dosage pH métrique ou conductimétrique, et on va utiliser là, donc ça va être un dosage par titrage colorimétrique, puisqu'on a l'ion permanganate qui va nous aider. Donc là aussi, petit schéma de la situation si vous voulez être un petit peu plus à l'aise. Donc on a un titrage du sulfate de fer par le permanganate de potassium. Ça veut dire que l'ion fer donc, est dans le bécher, que le permanganate est dans la burette graduée. On voit qu'au niveau des notations, tiens, c'est les mêmes que celles qu'on a utilisées précédemment. Il y a C1V1, il y a C, il y aura VE, donc ça peut être intéressant. Donc je vais tenter le coup de reprendre déjà comme base le programme précédent. Et je vais le rajouter en dessous, donc on va rajouter une cellule de code et on va la copier directement. Je ne reprends plus l'équation support qui est la même, donc il faudrait que je la change. Là je vais la supprimer. Et je commence à m'adapter en fonction des valeurs. Donc là il faut bien reprendre le programme ligne par ligne pour ne pas se tromper. Donc attention, la concentration en ion fer, elle est à 1,5 10-2. Donc là déjà il faut qu'on change la valeur. On a un volume titré qui est cette fois-ci de 20 ml. Et on a une concentration en permanganate de 5 10-3. On va garder le volume max à 25. Donc je reviens juste à l'énoncé. On va devoir représenter quoi? Donc l'évolution des ions permanganate, des ions fer 2, ok, ce sont les réactifs. Le réactif titré et le réactif titrant. Et on lui demande aussi les quantités de matière, donc en Mn2+, et en Fe3+. Donc là par contre ce sont les produits. Donc là il va falloir un petit peu qu'on reprenne les choses au fur et à mesure. Mais on va le reprendre dans l'ordre. Donc la concentration en réactif titré. Donc on est bien avec C1 fois V1 fois 10 puissance moins 3. On laisse comme ça. Le volume à l'équivalence, attention à la stoichiométrie. Donc on sait qu'il faut
5 ions Fer2 pour 1 ion MnO4-. Donc attention, là il faut tenir compte de la stöchiométrie, et si vous tenez compte de la stöchiométrie, donc en notant qu'à l'équivalence les réactifs ont été introduits en proportion stöchiométrique, on aurait donc C fois VE divisé par 1 est égal à C1 fois V1 divisé par 5. Donc ça veut dire que ici il faut diviser par 5 fois C pour tenir compte de la stöchiométrie. La concentration réactif titrant à Vmax, donc le réactif titrant c'est le permanganate, on est bien avec une concentration C, donc ça ne va pas changer. Et par contre il faut que je change le reste. Donc là, on va essayer de voir l'évolution en ion fer 3 et en ion manganèse Mn2+. Les ions manganèse, donc la quantité à Vmax, c'est pas celle qui m'intéresse. Moi je veux l'évolution de la quantité de matière. Donc là il va falloir que je m'intéresse à ce qui se passe. Donc les ions Mn2+, en fait ils vont augmenter jusqu'à l'équivalence. Et cette valeur va ensuite stagner. Donc ça veut dire qu'il faut que je cherche juste une valeur, c'est la valeur des ions manganèse à l'équivalence. Donc je vais peut-être l'appeler Mn-Ec pour être sûr que je sois à l'équivalence. Donc pour la quantité de matière en ion fer, je sais que cette quantité de matière donc, va partir à 0, de 0, on va avoir une évolution donc jusqu'à l'équivalence, on va former le maximum d'ions fer, donc je vais appeler NFE à l'équivalence, et cette quantité de matière qui va apparaître, eh bien c'est quand tous les ions Fer2 auront réagi. Donc ça correspond bien à C1 fois V1 fois 1 10 puissance moins 3. On va maintenant remplir les listes. On va garder les mêmes listes de réactifs titrés et de réactifs titrants, mais on va changer les listes pour l'ion fer 3 et pour l'ion manganèse. Alors pour l'ion fer 3, donc on était à 0 au départ, on va en former à l'équivalence cette quantité de matière, et une fois qu'on aura passé l'équivalence, elle ne bougera plus. Pour l'ion manganèse, c'est la même histoire. Au début, on n'en a pas. À l'équivalence, on va arriver à cette quantité-là, et qui n'évoluera plus après. On va reprendre le même code couleur, simplement pour le faire. Ion fer 3 NFE et ion manganèse, quantité de matière Mn. Donc là, cette fois-ci, il faut que je change en parlant de l'ion fer Fe 3+, et là c'est l'ion manganèse Mn 2+. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Bien sûr, je n'ai pas mis les commentaires. Il faudrait les rajouter systématiquement pour expliquer votre code. En exécutant, donc on obtient bien les variations souhaitées. On a bien l'ion fer 3 en vert, on a bien le réactif titré l'ion fer 2 en rouge, donc on voit que les évolutions sont semblables, c'est normal. L'ion manganèse et l'ion permanganate, donc en bleu pour le permanganate et en magenta pour l'ion Mn2+. On voit aussi que elles sont dans les mêmes proportions.
Et si on comparait les deux proportions, donc on sait très bien qu'on a un ratio de 1 pour 5. Et on a bien les évolutions qu'on attend. Je vous conseille d'essayer de reprendre ça à tête reposée. Entraînez-vous plusieurs fois. Bon travail!